Il y a une époque où le fait d'être le leader militaire était fondamental, parce que ça vous donnait un pouvoir, ne serait-ce que par le problème du rapport de force que ça pouvait provoquer. Mais en ce qui concerne les Américains, il y avait aussi cette formidable capacité industrielle. Le devoir d'être cette fois le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Aujourd'hui, il y a une alternative à la guerre. Le gros des troupes est déjà au combat, mais l'état-major... I expect to be with a friend. Looking forward to having it with my family. Un pays qui est ami de la France. Et j'étais très heureux de pouvoir rencontrer le président des États-Unis pour parler avec lui. Kadhafi n'a pas renoncé au terrorisme. C'est probablement le prix à payer à ce moment-là qu'on le dise clairement. Nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte ça, c'est la Russie derrière. En plus évidemment des actes de guerre que nous voyons en Ukraine. Nous avons assuré le destin de la France malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route. Bonjour chers amis, donc aujourd'hui épisode numéro 5 de notre série La France dans le chaos du monde, que nous pensons, comme le pensait le général de Gaulle, que on ne peut considérer la vie de la France et des Français que dans l'ensemble dans lequel ils se trouvent, et donc il faut parler à la fois des Français, de la France et du monde dans une seule et même vision. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans les épisodes précédents, que je ne rappelle pas. Et l'épisode d'aujourd'hui s'appelle donc « Où vont les États-Unis ?» C'est une grave question. Nous avons fait un épisode sur la décolonisation de la France. Nous avons parlé essentiellement de notre décolonisation par rapport aux États-Unis, mais aujourd'hui, nous voulons nous interroger sur ce pays pour savoir qu'est-ce qui va se passer, en gros, dans les années qui viennent et quelle peut être notre place dans cet ensemble. Donc, pour ce faire, j'ai invité notre ami Paul-Marie Couteau, qui est donc diplomate et ancien homme politique, et Alain Juillet, qui est haut fonctionnaire et qui est aujourd'hui, on peut dire, géopolitologue et le directeur aussi d'une chaîne qui s'appelle Open Box TV. Voilà, c'est ça. Alors, dans la traduction française est boîte ouverte. Oui, boîte ouverte. Voilà. Ouais. Alors, je vais commencer, exactement, comme je le fais souvent, par lire un petit texte. Ce texte est tiré d'un excellent livre qui s'appelle « La fin de la domination américaine » par l'historien et expert des questions militaires Sylvain Ferreira. Et dans son introduction, donc je reprends ça dans mon livre, qui est paru ces jours-ci, qui s'appelle « La France dans le chaos du monde », le titre de l'émission. Et il dit ceci: « Depuis la fin de la guerre froide, en 1991, les forces armées américaines sont considérées par le public occidental comme les plus puissantes du monde en raison notamment des technologies de pointe dont elles disposent. Cependant, depuis la désastreuse guerre contre le terrorisme menée au début du siècle, des failles sont apparues dans ce narratif laudateur et jusqu'alors globalement unanime. En effet, comme pendant la guerre du Vietnam, les forces américaines ont démontré des faiblesses structurelles et doctrinales lors des conflits asymétriques livrés en Afghanistan et en Irak. Par ailleurs, le basculement du conflit en Ukraine a mis en lumière d'autres problèmes pour les forces américaines et notamment pour l'US Army. Je ne détaille pas. Ensuite, près de 15 ans plus tard, Trump vient d'entérimer cette bascule en signifiant aux Européens qu'il n'était plus la priorité des États-Unis. La question est donc très simple. Les forces armées américaines ont-elles encore les moyens de la puissance nécessaire pour d'une part s'affronter à la Chine, dont les forces armées ne cessent de croître et de se moderniser, et d'autre part de maintenir leur réticulation thalassocratique du monde pour ne pas perdre totalement leur hégémon. Donc, Sylvain Ferreira pose
en quelques mots la question que nous allons développer, parce qu'il est évident qu'un pays qui est un hégémon a pour structure principale de pouvoir sa domination militaire. Et si sa domination militaire n'existe plus, évidemment, ce pays est en déclin. Alors, c'est ce que nous allons étudier dans un premier temps. Donc, d'où provient la puissance des États-Unis ? D'où est venue, en fait, cette espèce de domination qu'elle exerce non seulement sur l'Europe, mais également, on peut dire qu'elle a exercé sur le monde. Donc, Alain Juillet, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faut, une fois de plus, il faut remonter à l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que l'Amérique est devenue la première puissance économique mondiale, en définitive, en tout cas pour nous, les Occidentaux, on l'a considérée comme telle à partir du début du XXe siècle, non pas du XXIe siècle, mais du XXe siècle, puisque l'Amérique était déjà la puissance économique la plus puissante du monde avant la Première Guerre mondiale. Bon, et la Deuxième Guerre mondiale a consacré, par la victoire de l'Amérique contre les Japonais d'un côté et les Allemands de l'autre, a consacré la puissance militaire américaine de l'époque. Parce que les Américains avaient, on le sait bien, avaient approvisionné, militairement parlant, les Anglais et tous les peuples, en définitive, qui voulaient se battre contre les Allemands, à part les Russes, et encore. Mais donc, il y avait d'un côté une puissance économique indiscutable, avec de nouvelles techniques, de nouvelles approches, donc un dynamisme incroyable. Et de l'autre côté, il y avait cette puissance militaire qui était reconnue par tous. Ce qui a permis d'imposer l'ONU avec son Conseil de sécurité, dans lequel il y a les 5 puissances qui avaient gagné la guerre. Et donc, on voit bien, en définitive, et c'est tout à fait ce qu'on disait là, il y a une époque où le fait d'être le leader militaire était fondamental, parce que ça vous donnait un pouvoir, ne serait-ce que par le problème du rapport de force que ça pouvait provoquer. Mais en ce qui concerne les Américains, il y avait aussi cette formidable capacité industrielle qu'ils ont eue en développant sur la côte Est, au XXe siècle. D'abord, sur la côte Est, ils ont développé toute une série d'activités, l'automobile, il y a plein de choses, l'aviation et tout. Et puis, dans la deuxième partie du XXe siècle, avec le développement de la Californie et des nouvelles technologies, où ils se sont, là encore, imposés. Mais là, on revient au thème, à ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est que depuis, on voit bien que sur le plan industriel, le centre du monde, le centre économique du monde, d'abord, il est maintenant en Asie, il n'est plus aux États-Unis, il est en Asie, et que la Chine, dans cet ensemble qu'est l'Asie, la Chine est en train de devenir une puissance économique qui grimpe inexorablement et qui va passer effectivement les États-Unis. Alors, à partir de ce moment-là, on revient au problème militaire. Là, actuellement, les Américains sont plus forts, évidemment, que les Chinois en termes d'investissement. 1500 milliards d'un côté, 350 de l'autre. Mais en réalité, si on regarde le pouvoir d'achat par rapport est réel dans chacun de ces deux pays par rapport aux investissements, on s'aperçoit qu'en définitive, en gros, la Chine investit 50% de ce qu'investissent les Américains. Donc, elle n'est toujours pas au niveau militaire de la taille des Américains, mais avec 50%, on peut se défendre. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on regarde, c'est que dans certains cas, c'est pas utile d'attaquer, il est bien plus intelligent de se défendre, ça coûte moins cher, et si on est bien organisé, c'est très efficace. Oui, alors je retiens de ce que vous dites quelque chose qui est intéressant, parce que si on regarde la puissance principale de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la Russie. C'est la Russie qui a écrasé la Wehrmacht, ce ne sont pas les États-Unis. Mais ceci dit, dans l'esprit de tout le monde, et surtout dans l'esprit je dirais, de l'Europe et de ce qu'on appelait à l'époque la communauté des nations, c'est les États-Unis qui ont été considérés par tout le monde comme le leader du monde. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas la puissance militaire elle-même qui a compté, mais surtout la puissance économique qui était
qui a fondé cette puissance militaire. D'ailleurs, c'est ce que dit le général de Gaulle dans l'appel du 18 juin. Je crois me souvenir qu'il parle bien de la puissance économique des États-Unis qui lui semblait, non pas de sa puissance militaire, mais de sa puissance économique sur laquelle il fondait la certitude absolue que les États-Unis allaient gagner la guerre. Voilà. Mais alors, il y a quand même une chose qu'il faut préciser aussi, c'est par rapport à ça, c'est qu'ils ont été capables, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont quand même été capables de faire 2 guerres à la fois. La guerre du Pacifique contre les Japonais, c'était très très dur. Très très dur. Là, ils ont eu des pertes, ils ont souffert face aux Japonais, beaucoup plus que contre les Allemands. Bien sûr. Nous, évidemment, on est Européens, donc on voit la guerre en Allemagne, contre l'Allemagne, mais l'autre a été terrible. Mais ils ont été capables de faire les 2 guerres et de les gagner. Alors avec l'aide, effectivement, on ne peut pas nier la Russie. La Russie a été, comme on le disait, la Russie, c'est 14 millions, minimum 14 millions de morts. Nous, les chiffres de la Grande Guerre et tout, de morts. Oui, mais on dit au minimum 14, on parle de 25, et par rapport à ce que nous avons perdu, nous les Français, dans la Première Guerre mondiale ou la Seconde, c'est pas comparable, quoi. C'est énorme ce qu'ils ont perdu. Mais ce que je voulais dire aussi, je crois que c'est important pour la suite de l'histoire, et ce qu'on évoque, c'est que les États-Unis, à l'époque, étaient capables de faire 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, les stratèges américains, le chef d'état-major de l'armée américaine, Miley, avec le président Biden, avait bien dit « Nous ne pouvons pas faire 2 guerres à la fois. On ne peut en faire qu'une seule. » D'où la politique de Trump avec la Russie en ce qui concerne l'Europe. Donc ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils sont moins forts. Ils donnent une impression de puissance considérable, mais comme vous l'avez très justement dit, dans la réalité... c'est pas si simple que ça, parce qu'eux-mêmes disent on n'a pas la capacité de faire 2 guerres à la fois. Donc ils sont moins forts qu'ils étaient il y a 50 ans. Oui, alors, encore un autre élément. Nous avons parlé avec cette belle citation de Sylvain Ferreira de l'aspect militaire, qui en effet était le grand point de force, et reste le grand point de force, mais qui est en train de décliner et qui devient un point de faiblesse. Bien. Tout à fait. Il y a aussi le point sur lequel vient d'insister François, et qu'avait vu De Gaulle, c'est-à-dire derrière la force militaire, comme soubassement et condition, il y a la force économique formidable. Mais j'aimerais aller encore plus loin pour répondre à votre question, François. D'où vient cette puissance? Je dirais qu'elle vient d'abord à ses commencements. Vous savez que Platon disait la vérité d'une chose est dans ses commencements. Voyons les commencements. L'archaïque états-unien, sa force, c'est un tempérament. C'est un aspect plus impalpable qui tient un peu de ce que les Allemands appelaient la Völkerpsychologie, c'est-à-dire penser à ce qu'ont été ces quakers, ces puritains. Alors le puritanisme, c'est une déclinaison du calvinisme, qui lui-même est une déclinaison du protestantisme, qui lui-même est une déclinaison du christianisme, au point qu'on est très éloigné du christianisme avec les puritains. Mais enfin, ils débarquaient sur une terre inconnue, un peu chassés par Élisabeth, qui trouvait qu'ils allaient un peu loin dans l'idée des puritains. Il faut bien le savoir, parce que ça compte encore pour aujourd'hui, c'était d'expurger le christianisme des catholiques. Ouais, c'est ça. De Rome, de Rome corrompue, voilà. Donc ils étaient puritains par rapport. Et vous savez, ça compte encore. Par exemple, le fait que 20 soient catholiques, absolument. Convertis en plus, c'est pas rien. Mais pour en revenir au XVIIe siècle, c'est-à-dire aux premiers arrivants, ils avaient cette force de la pureté, qui est à mon avis un délire, dont on voit aussi les terribles conséquences aujourd'hui, le wokisme, etc. C'est toujours le même délire de la pureté et de l'antagonisme. Ils avaient une propension à dévorer ce continent, tout au moins, au point d'ailleurs de l'approprier. Vous dites Amérique, mon cher Alain, mais vous savez, je le répéterai sans cesse qu'il y a, je crois, 25 États en Amérique, et que l'État dont la capitale est à Washington ne peut pas s'appeler à lui tout seul un continent entier. Donc je ne parle pas des Américains, je parle des États-Unis. Et en plus, c'est plus compliqué, parce qu'à l'intérieur même des États-Unis, les États-Unis étant une minorité du continent américain, il y a une autre minorité agissante, les WASP, ce dont je parle. Alors, c'est très fracturé tout cela. Les WASP avaient une
un appétit, c'est pour ça que je parle de tempérament, de conquête. Oui. Et avant de parler d'hégémone, je parlerai d'antagone, c'est-à-dire le désir de conquérir et d'antagoniser tout, qui est aussi un des délires de la société, on y reviendra plus tard, je pense, de la société états-unienne d'aujourd'hui. On fait des conflits partout, entre les femmes et les hommes, entre les Indiens et les cow-boys, entre alors aujourd'hui les démocrates et les républicains, entre les latinos catholiques et les protestants. Ils antagonisent, ils font la guerre. Et Trump est d'une certaine façon une parfaite incarnation de cet aspect fondateur ou archaïque des États-Unis. Souvenez-vous quand il a failli recevoir une balle qui a sifflé à ses oreilles au point de l'écorcher. Il est tombé et il s'est relevé en levant le poing en disant fight, fight, fight. C'est très significatif d'un tempérament très yankee, très wasp en réalité, c'est-à-dire dont l'alpha et l'oméga est le combat, la conquête, la guerre. C'est pas pour rien que ce pays ne peut pas vivre autrement qu'en faisant des guerres. D'abord à l'intérieur de lui-même, en exterminant les Indiens, en antagonisant de telle sorte qu'il n'y a pas eu de conception de cohabitation pacifique avec les Indiens. Ça a tout de suite été la conquête et l'extermination. Beaucoup plus réussie d'ailleurs que l'extermination de la Shoah. S'il y a une extermination réussie, heureusement Hitler a raté la sienne. Les Arméniens ont beaucoup souffert mais ont survécu. Par contre, les Indiens, ils sont morts. Et toutes ces peuplades antérieures à l'invasion, on l'oublie toujours, ont été exterminées à coups de millions de personnes. Et ça continue d'ailleurs. Parce que je dirais encore plus, c'est-à-dire non seulement ils sont morts, mais ils sont encore morts. Oui. C'est-à-dire que même le souvenir est interdit. On n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de dire que c'est construit sur un génocide. Donc le génocide culturel est plus grave et le génocide de la mémoire est plus grave que le génocide physique. Parce qu'il y a la conséquence d'un tempérament de conquérant, de guerrier, d'un État qui a presque tout de suite été construit autour de services secrets, puis d'une police, puis d'une armée, fait pour faire la guerre. Un État fait pour faire la guerre. Et c'est encore... Enfin, c'est ce que est en train de payer et que vont payer. Mais là, on saute à la conclusion, je crois, très durement, les États-Unis au XXe siècle. C'est que ce tempérament antagonistique, systématique, strie la société américaine de tellement de conflits intérieurs qu'ils vont sombrer dans ces conflits. Ils vont très loin, ces conflits. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. On les voit à l'occasion, évidemment, des papiers Epstein. Mais il y a quelque chose de guerrier, de souffrant, et j'oserais dire de sauvage. J'ai vécu aux États-Unis, je sais de quoi je parle. Je peux citer beaucoup de... Je ferai peut-être, si nous avons l'occasion, d'anecdotes. Il y a une sauvagerie fondatrice et archaïque dans ce peuple dont le monde entier a souffert, et la France en particulier, et qui est en train de décliner. Le moteur est en train de se gripper. Je vais rajouter deux choses, et je suis absolument d'accord avec ça. L'un, c'est que par-delà la sauvagerie, il y a un autre aspect, c'est ce que nous appelons dans l'Église la religion de la grâce, par rapport à ce que l'Église appelle la religion de la loi. C'est-à-dire, nous sommes le monde catholique, qui est le monde qu'on appelle le monde chrétien, mais en fait que le monde catholique occidental, celui de l'Europe essentiellement, il n'est pas occidental, une religion de la grâce. Occidental, c'est-à-dire l'Occident n'est pas, pardon de. Non, mais j'ai corrigé, j'ai dit l'Europe. C'est donc une religion de la grâce, c'est-à-dire on considère que Dieu pardonne et que tous les hommes sont pécheurs et que Dieu pardonne. Donc, on ne peut construire que sur sa propre humilité et sur le fait que Dieu vous pardonne. Alors que le monde protestant est construit sur ce qu'on appelle une religion de la loi, c'est-à-dire si vous faites ça, vous êtes bien, si vous ne faites pas ça, vous êtes mal. Donc c'est la loi qui fait, vous respectez la loi et vous obéissez à la loi, ou vous faites semblant, qui fait que vous êtes quelqu'un de bien et l'autre ne l'est pas. Donc, le système est construit non seulement sur la violence, mais sur une différence fondamentale entre les hommes, ceux qui sont en gros les parfaits, si on reprend le terme des cathares, et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est donc, très proche des cathares. On est dans un c'est système, l'antagone. On est dans un système comme ça où certains... Alors, quand vous avez ça,
derrière, vous avez les juges, et ensuite, vous avez forcément les bourreaux qui sont au service d'une Ça s'est carte retrouvé dans l'antagonisme entre blanc et voilà, noir, aujourd'hui entre blanc et d'une latino. caste dominante. Voilà. Et l'autre sujet que je voulais rajouter à ça, pour compléter ce tableau, c'est celui de l'argent. Et ça, moi, j'en ai eu l'expression en lisant un excellent livre d'Emmanuel de Varesquiel sur Talleyrand, qui s'appelle Talleyrand, le prince immobile, où il montre que Talleyrand a fait fortune, en fait, par l'agiotage des terres aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a envoyé les WASP, qui ont construit cette société où moi je suis bien, toi t'es pas bien, donc quelque part tu n'as pas ta place sur la... Tu n'es pas digne d'être considéré comme ayant ta place sur la terre. C'est en gros ce qu'a dit Taubira, quelqu'un qui l'avait insulté. Oui, c'est un vous peu la n'êtes pas gauche, digne ce de faire partie de la nature humaine. C'est dans l'esprit qui de la gauche, antagonise exactement, aussi, oui, en c'est fait. ça, oui. Mais en même temps, il y avait, Les et à l'époque c'était des banques hollandaises et anglaises qui achetaient, qui revendaient des terrains en faisant la culbute à chaque fois. Et c'est en investissant dans ces affaires-là que Talleyrand a fait sa fortune. Donc il y a eu les WAS, quelque part, ont été un peu l'alibi, mais la véritable colonisation, c'est la colonisation financière. Et on retrouve ça aujourd'hui dans le système américain. Voilà, je voulais juste compléter, compléter ça. Hein. Oui, ça, il est sûr qu'aujourd'hui, le contrôle financier du monde par les Américains, le contrôle économique du monde est réel. Hein, ne serait-ce qu'on l'a vu, il faut le rappeler quand même, en Europe avec SWIFT, on a SWIFT, le système d'échange interbancaire internationaux, qui était jusqu'à il y a quelques mois un unique système piloté par les Américains, contrôlé par les Américains, qui vérifiait toutes les transactions qui pouvaient avoir lieu à l'intérieur, et toutes les banques mondiales utilisaient ça comme système pour échanger. Hein. Donc c'est bel et bien, rien que ça, c'est un contrôle économique absolu. Hein. Voilà. Alors là, ça vient de sauter parce que les Chinois, maintenant, ont commencé à créer leur propre système. Alors là, ça commence à compliquer les choses beaucoup. Voilà, et on va y venir. Oui. Voilà, donc ça, c'est on vient de dessiner un petit peu d'où vient cette puissance, en fait. Comment elle s'est construite. Peut-être qu'il y a un dernier point. Je vais ajouter un point, parce que sur encore sur l'histoire, François. L'appétence culturelle qu'ont représenté les États-Unis. Est-ce que ça aussi, vous pouvez en parler un petit peu? Oui. Parce qu'il n'y a pas que la répulsion et la peur. L'agiotage. Il y a eu une envie de leur ressembler. D'où ça vient, ça? Alors ça vient mais parce que ce sont des vainqueurs, des conquérants, et on s'assimile aux vainqueurs, surtout quand on a une âme de lâche, qu'on a perdu le courage d'être soi-même. Ce qui est bien, ce qui est arrivé au XXe siècle et qui continue, hélas. Le plaisir de la soumission, en fait, c'est terrible. La séduction d'un côté et la soumission à la séduction. Et la séduction par la force. Mais la force est allée très loin, et je reprends mon mot de sauvagerie. L'agiotage dont profitait Talleyrand, c'était la vente de terre conquise sur les Indiens, bien sûr, qu'on a exterminés. Enfin, tout le monde arrivait, expulser les Indiens. C'est arrivé d'ailleurs très tôt par des biais affreux que l'on retrouve encore aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, les Indiens, comme par hasard, dans les années 50 jusque dans les années 80, les essais nucléaires américains, états-uniens, dans le Nevada, dans le Nevada, ont fait des dizaines de milliers de morts. C'était pas grave parce qu'ils ont fait ça dans la proximité des réserves d'Indiens. Donc l'extermination des Indiens a continué jusqu'à la fin du XXe siècle. Pas de quartier, hein. Et puis c'est des sous-hommes. Enfin, pour les WASP, pour les White anglo-saxons protestants, c'est des sous-hommes. Donc oui, tout à fait. Par rapport à quoi s'ajoute, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure. Pour la raison que vous avez dit aussi. Se considérant comme des parfaits. Comme des parfaits, des purs. Des purs et parfaits. Voilà. Dieu est avec nous. Hein. Comment Dieu est avec nous. God with us, oui. God with us. C'est clair. Il n'y a pas photo. C'est un délire. C'est dit. Et outre cela, il y a aussi l'invasion sur deux pays qui ont été très maltraités, puisqu'à l'origine, ces colonies étaient 13. Elles ne s'appelaient pas d'ailleurs... Elles ne s'appelaient pas Amérique. Elles se sont appelées Amérique au XIXe siècle. Mais à la fin du XVIIIe, lors de la conquête de l'indépendance, elles s'appelaient d'abord Provinces-Unies, puis États-Unis.
Bon, puis après, ils se sont mis à s'appeler The Americans, avec une volonté impériale au XIXe siècle, dont, à mon avis, on ne devrait pas tomber dans le panneau. D'ailleurs, ils ne s'appellent pas les États-Unis, ils s'appellent les États-Unis d'Amérique, oui. USA. Mais ils s'appellent même The Americans au XIXe siècle. Pardon, Ils se sont appelés The Americans et ils ont imposé cette appellation comme s'ils étaient maîtres de l'ensemble du continent. Oui, Bref, oui, c'est un sujet plein d'activités à propos des ambitions de Trump. Tout à fait vrai. Mais je reviens à ce que je disais. Je crois qu'il y a à peu près 24% du territoire états-unien qui a été acheté, mais acheté à la France. C'est appelé la Louisiane. La Louisiane, c'est pas la Louisiane d'aujourd'hui. La Louisiane, c'est en souvenir de Louis XIV. Acheté à la France, acheté à la Russie. Mais je répète, la Louisiane allait jusqu'au Canada. Ah ben ça faisait un tiers du territoire c'est actuel. 24%. Ouais, 24%. Bah oui, bah et puis il y a eu le Mexique. Le Mexique aussi allait jusqu'au Canada. Ah bah, il est monté par la Californie. La Californie, l'Oregon, ça appartenait. Il a été conquis. Puis après, ils ont eu le cynisme d'acheter au gouvernement du Mexique des terres qu'ils venaient de conquérir pour dire, voyez, on les a achetées. En fait, ils les avaient déjà conquis, ils ont acheté pour une bouchée de pain. D'où d'ailleurs l'affolement de Napoléon III, qui a lancé cette expédition. Mais c'est pas le sujet. Presque cette expédition du Mexique, parce qu'il avait peur de l'affaiblissement du Mexique et corrélativement de l'affaiblissement de la catholicité. Bien sûr. La princesse Eugénie a été la première à l'armée. Bref, bien sûr. Il y a toujours un conflit religieux derrière, de civilisation. Mais comme disait Malraux, la civilisation, c'est une religion et ce qu'il y a autour. Donc il y a toujours une question religieuse derrière. Et voilà un peuple jeune, mais tellement conquérant, qu'il a exterminé tous les habitants, à peu près tous les habitants des terres qu'il a conquises, qu'il en a conquis d'autres parmi les colonies européennes. Ensuite, il a chassé l'Europe, c'est la doctrine Monroe, de toute... il a exterminé également les habitants des terres qu'il a conquises, parce que tu parlais du Mexique. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de Mexicains de souche de cette époque qui habitent aux États-Unis actuels, ex-Mexique. Les Mexicains que tu trouves sont des gens de la diaspora qui sont venus postérieurement, mais pas des Mexicains de l'époque. Donc ils n'ont pas assimilé... Il y en a encore qui ont été colonisés, qui se sont retrouvés du jour au lendemain états-uniens alors qu'ils étaient Mexicains, et que le Mexique peut revendiquer, lui, à peu près 20% du territoire. Entre les Mexicains, les Français, 24% du territoire, il y a l'Alaska, que d'ailleurs Poutine se met à revendiquer depuis 2022. Il a signé un décret annulant la vente, déclarant nulle la vente. Bon, qui est évidemment un pied de nez à Washington, mais on peut faire la même chose. D'ailleurs, on pourrait annuler la vente de Napoléon III, qui est honteuse. Dire qu'elle était illégale, oui. Et puis donc, de briques et de broc, ce pays s'est construit sur la conquête et la prédation. Mais l'extermination et la prédation. Mais alors, moi, je voudrais justement, pour prolonger ça et pour parler dans une époque moderne. Ce qui est très intéressant, c'est à côté de l'action économique, on vient de l'évoquer, de l'action militaire, il faut dire qu'ils ont eu, en tout cas depuis plus de 100 ans, ils ont eu le génie de la communication, de la propagande, de l'influence, pour faire croire au monde entier et pour convaincre le monde entier qu'ils étaient les meilleurs. Tout à l'heure. C'est exactement, c'est ce qu'on disait. Quand on regarde Hollywood, par exemple, Hollywood a été... Depuis la création d'Hollywood, ça a été une machine de guerre, il n'y a pas d'autre terme, tout à fait, pour communiquer sur la vision américaine du monde, où bien sûr les Américains sont les meilleurs et le reste sont des mauvais. Alors, et je reviens à ce qu'on vient de dire, les westerns ont évolué à la fin. Mais dans les premiers westerns des années 30 ou 50, enfin, encore 50 avec John Ford et les autres, oui. Mais jusqu'aux années 80, les westerns, il y avait le beau cow-boy formidable, la blanche extraordinaire, et puis il y avait ces salopards d'Indiens qui étaient tous des chiens qu'il fallait abattre. Ou des imbéciles. Ou des imbéciles, qui étaient la main, oui, exactement. Mais c'était ce qui était véhiculé. Tout à fait. Ils étaient des monstres, c'était des tueurs, c'est tout. Voilà. Et donc, évidemment, l'Américain gagnait toujours à la fin. C'était moral. Ils ont été les premiers à comprendre que la société moderne était d'abord une société de communication et de mettre les moyens de communication et la politique de communication
comme sérieux, étant oui. la base de la conquête, on peut dire. Oui. Ça, Mais- ils l'ont compris avant tout le monde et mieux que tout le monde. Et ils Alors ont- que, par oui. ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit des grands géopoliticiens dans leur approche du reste du monde qui ne comprennent pas d'une certaine façon. Mais ils ont imposé et ils essayent encore de le faire aujourd'hui. Ah oui, ça va même très plus loin encore, si je pense, parce que quand on regarde les guerres qu'ils ont perdues, moi c'est ça qui m'a fasciné. Bon, les Indiens et les cow-boys, bon, les westerns, c'était clair, l'histoire était tracée depuis le début, ils avaient anéanti les autres, il fallait continuer, mais il fallait le justifier. Et là, on le justifie pleinement. Dans le western, c'est on ça. le justifie avec ces monstres, ces sauvages, ces machins, ces abrutis, donc c'est normal qu'ils disparaissent. Là où c'est très intéressant aussi, c'est de voir comment, à travers le cinéma, ils ont réussi à retourner des guerres qu'ils avaient faites un peu partout Vietnam, par à leur exemple. profit. Le coup du Vietnam est extraordinaire. Oui, Hein, absolument. ça a été le Vietnam, quand on sait la réalité du Vietnam et qu'on voit, alors les films, depuis les Bérets Verts avec John Wayne en passant par les Apocalypse Now. C'est à ça que je oui. pensais, oui. Et quand on voit comment ils ont réussi à tourner, même les camps de prisonniers, il y avait un film incroyable sur les camps de Même prisonniers. jusqu'à Rambo, Oui. là, qui est le héros. Et à la fin, on termine par Rambo. Voilà, Rambo qui, à lui tout seul, il est américain, c'est normal, va détruire 500 personnes. quoi. Voilà. Donc, Et alors- ils ont assaisonné Hein beaucoup aussi Voilà. à la mode cinématographique, le débarquement. Ah ben bien en sûr, mais Normandie. tout. Voilà. Le débarquement de Passant sous Normandie. silence le bombardement de la France. On a l'impression que la France, puis on a l'impression que la l'embourgement. guerre, c'était uniquement le débarquement en Normandie. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors qu'on sait aujourd'hui que ça a été à un rien d'abord que ça soit D'échouer. perdu. Oui, On a failli échouer. hein. Surtout, Grâce à la résistance. C'est grâce à la résistance qui a retenu et les aussi divisions parce allemandes. que si les Russes n'avaient pas fait leur travail et tout le monde d'avoir est d'accord. chassé la Wehrmacht, en Exactement. fait, ce qui a gagné la guerre, on sait, c'est C'est à l'est. Stalingrad et Kursk. Mais bien C'est ça qui a entendu, gagné la on est guerre. bien Donc, d'accord. mais dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui, si on leur demande qui a gagné la guerre, ils diront c'est les Américains. Mais ce n'était pas Mais le cas dans les entre années 50. parenthèses, Dans les années 50, on disait c'était Oui. les Russes. Mais Oui, maintenant, à mais- force oui. de propagande, comme disait Oui. Alain, Oui. pendant. On a oublié les Russes, On hein. a été bombardé Ouais, de ouais. propagande pendant 50 ans, on oublie les Russes. On est arrivé d'ailleurs, on Oui. est arrivé en France, à fêter la fin de la guerre, la deuxième guerre, l'anniversaire de la deuxième guerre mondiale. Voilà. On n'a pas invité les Russes, alors que c'est eux, comme on rappelait au début, Voilà. qui ont, Oui, c'est- qui ont- c'est- qui ont et, payé. Mais pour aller dans ce sens, avec tous ces films, avec tout ce qui s'est passé, ce qui est incroyable en définitive, c'est qu'ils ont réussi effectivement à nous convaincre peu à peu d'une réalité qui était totalement fausse Voilà, par c'est ça. rapport à la vraie Et réalité. j'allais venir à Hein? ça, Alain, précisément, parce que C'est effarant. ils ont inventé quelque part Le mensonge. parce que en substrat de ça, il y a cette espèce de non-dit absolu sur le fait que la civilisation la plus belle, celle qui promeut la liberté, est bâtie sur un génocide total d'une population dont on ne peut pas parler. Donc il y a au départ un mensonge initial total et une omerta totale sur quelque chose. Donc on peut construire plus facilement à partir de ça une est fictif. information qui est en fait une propagande. en Tout fait. est fictif. Mais, et mine de rien, L'information telle on qu'elle est oublie n'existe aussi, plus. mine de rien, on oublie aussi, après le génocide indien, quand même la période de l'esclavage. Parce que moi, je voudrais quand même rappeler que le plus grand nombre d'esclaves n'ont pas été dans les îles françaises, en Guadeloupe, en Martinique. Ni dans les colonies espagnoles. Ni dans non les plus. colonies espagnoles. C'était bel et bien aux États-Unis. D'ailleurs, au Mexique, t'as pas de noirs. T'as pas de noirs au Mexique parce qu'il n'y a pas eu On a d'esclavage. cessé de te dire la colonisation espagnole oui. et le génocide des Indiens par les Espagnols, mais si tu vas Mais dans la- la monastère de Guadalupe, comme ça m'est arrivé, tu as 99% des faciès qui sont des Le Indiens. grand fondateur Washington était un esclavagiste, enfin un Ouais, propriétaire ça. d'esclaves. Il avait des centaines Mais d'esclaves. oui, ils avaient Et- tous et ces esclaves. l'esclavage a été supprimé au milieu du Bon. 19e siècle, mais converti en apartheid, qui Ouais. est allé jusque dans les années Oh. 60. Il faut d'ailleurs rappeler qu'en France, pardon, excusez-moi, Ouais, Alain, ouais. ça je tiens à le dire, en France, on dit l'esclavage a été supprimé par Victor Schœlcher ou je ne sais pas quoi. Aux colonies, oui. Il avait été supprimé et puis rétabli par Napoléon. Ouais. Mais en France, l'esclavage a été supprimé par Louis X le Huitain au XIIe siècle. Ça faisait Mais longtemps vous savez qu'on qu'il y l'avait a encore supprimé. un endroit aux États-Unis où l'esclavage n'a pas été interdit. Vous le savez où c'est? Vous savez où c'est? Ça m'a été rappelé par Frédéric Pierucci. Oui. Et c'est à l'intérieur des prisons. Pourquoi? Ah oui. Parce que ça permet de faire travailler les gens sans les payer.
Donc on est dans un système où le Ça, c'est travail de intéressant, l'homme n'est ça, pas ouais. rémunéré. Donc Ouais. on a supprimé l'esclavage dans Mais pas dans les l'ensemble du prisons, territoire ouais. américain, mais pas dans le système Quand carcéral. on sait qu'il y a plus de 2 millions d'Américains, C'est dans lui les- qui me l'a rappelé. il y a plus de 2 millions d'Américains, d'États-Uniens dans les Les prisons, mais ça en fait du monde. lesquelles Hein. sont, pour la plupart maintenant, quand elles dépendent des États, Ouais. privatisées. Ce Ouais. sont des prisons privées où l'on fait travailler, comme vous dites. Voilà. Donc on continue des l'esclavage, esclaves. effectivement. C'est d'ailleurs, il faut dire en passant que cette société est tellement démente, au sens précis du mot, qu'elle est, après le Salvador et je crois le Turkménistan, je ne sais plus, la société du monde qui compte la plus grande proportion de prisonniers par habitant. Je crois Oui. qu'on est à 560 par habitant. 560 pour 100 000 habitants. Bon, c'est-à-dire que si on divise, c'est pas loin d'être 5 pour 1000 habitants. C'est Alors, extraordinaire. Et d'accord. j'ajoute encore quelque chose, pardon, pour rester sur le sujet du cinéma dont on parle beaucoup, parce qu'il est très important, en effet, pour répondre à votre question, François Martin, sur la force de séduction. Ils avaient tellement bien compris ça, nos amis états-uniens, qu'à la fin du 19e siècle, ils étaient un peu en retard, c'était les premières années du cinéma, par rapport aux Français. Et que Pathé, pour conquérir le marché états-unien, envoie 3 braves représentants. Je crois qu'on est tout à fait la dernière année du 19e, ça va être 1898 ou 99. Envoie des représentants pour séduire, bien naïvement, et conquérir le marché cinématographique. Vous savez ce qu'on en a fait? Ils ont été foutus en tôle. Ouais. Parce qu'ils avaient parfaitement compris le danger que représentait pour eux un imaginaire Qui soit français, pas, oui, en qui soit l'occurrence pas le leur. catholique, qui n'était pas du tout le Donc leur. ils avaient compris non seulement Ils avaient compris. la guerre médiatique, mais la guerre Dès ce civilisationnelle moment-là, et culturelle. dès la fin Absolument. du 19e siècle. Dès la Alors fin. le consul de France a réussi, c'est rocambolesque, le consul de France a réussi à les exfiltrer, à les faire partir nuitamment par bateau. Ils sont partis vers Boston et après on les a exfiltrés, comme on dit, ces pauvres. Mais il n'a pas été question de conquérir le marché américain, il était fermé. Et ils avaient tellement compris le prix de l'image qu'ils sont arrivés à renverser la vapeur. Et nous avions parlé ici dans une précédente émission de ce scandale que furent les accords Bloom-Burns de 1946. 3 films. Comment Bloom a-t-il pu accepter ça? Je ne sais pas. C'était pas un grand personnage finalement, Léon Bloom. Mais enfin, 3 films américains mis en salle pour un film français. 3 films états-uniens pour un film français. Et vous regardez les télévisions françaises, on est toujours dans ce quota. Vous appuyez sur un bouton, oui, vous c'est avez ça. des chances de tomber. Oui, sur mais des parce que c'est une sous-productions. industrie qui produit énormément. Hein, Et voilà. et, Voilà. et toujours, évidemment, hein, Sous dans l'angle de un la sens qui est séduction. favorable. Il n'y a pas... Bien sûr. hein, Il y en a c'est- quelques fois. Alors, c'est rare, hein. mais justement, il y en a que quelques-uns qui ne mettent pas l'Amérique au pinacle. Hein. Voilà. Alors, chers amis, sinon, d'où provient la puissance des États-Unis? Je pense qu'on a fait le tour à Ouais. peu près. Donc, deuxième partie, deuxième question. Comment se manifeste-t-elle aujourd'hui et vis-à-vis de qui? Donc, les conséquences de ce qu'on a dit sur la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Comment se manifeste-t-elle? Qui sont ceux sur lesquels elle se manifeste? Alain, peut-être. c'est-à-dire que, il me semble, hein, on a connu après la guerre une époque où la puissance américaine n'était absolument pas remise en cause. Et en plus, le système était construit avec une opposition, le camp du bien, le camp du mal, avec l'Empire soviétique, l'Union soviétique. Toujours Et le manichéisme. Toujours le partout, manichéisme. l'antagone. Les Américains ont toujours besoin d'un ennemi, hein, ça c'est clair. L'antagone. Comme dans les westerns, comme partout, il faut un ennemi. Tout Et antagonisé. l'ennemi, évidemment, il a tous les défauts que nous n'avons pas. Voilà, renforcé par ce qu'on a dit, c'est-à-dire le côté manichéen, c'est-à-dire Ah ben, toujours. moi je suis le bien et toi tu es Et le toi, mal. t'es le Donc, mal. Et c'est ça, pas c'est simplement une volonté de prédation. Ah non, non, là, elle est structurelle et elle est dans Absolument. la pensée. L'autre Qui est est elle justement- est forcément qui est idéologique. justement très anticatholique, parce que Oui. pas du tout les catholiques. ne Oui, sont oui, pas alors, en absolument, plus, absolument. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en définitive, cette puissance reconnue, peu à peu, elle a pris des coups. Alors, elle a pris des coups à travers les guerres. Il ne faut pas l'oublier, on revient au problème militaire. C'est que si on regarde sérieusement les guerres menées par l'Américain, 52 guerres depuis 1945 jusqu'à maintenant, c'est pas mal quand même. Oui.
Oui. Je crois que c'est le peuple au monde qui a fait le plus de guerres dans l'histoire, si on lit... c'est ça. Sans cesse. Dès le début, ça a été les Anglais Anglais d'abord, les Ouais. Français, il ne faut pas l'oublier, Ah oui, mais les non, mais Espagnols jamais- qui ont perdu la grande puissance Ah non, avec mais les ils ont fait la guerre à Philippines, tout le monde. Et Cuba. Ils ont fait la guerre à tout le monde. Voilà. Je dis 52 guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. OK. Même à la France, à la fin du XVIIIe siècle. Ah oui, pardon. avant, bah là, on Mais s'est battu alors qu'on les avait aidés. On venait hein. de les aider quelques années plus tôt. Ils on- coupent nos relations commerciales Oui, avec oui. les Antilles et ça a fait une guerre Exactement. de 2 ans Ah avec ouais, des alors- morts. Une guerre entre la France et les jeunes États-Unis en Oui. 1798. Oui, alors qu'on venait La de les guerre est aider à gagner la permanente. guerre contre les Anglais. Mais enfin bon. Bref. Hein. Bref, comme on dit. Mais ce que je crois que ce qui est fascinant, c'est de voir que ils ont fait la guerre tout le temps, mais en définitive, ces guerres, ils ne savent pas les gagner. Et ça, c'est très important pour Trump, entre parenthèses, parce que je pense que lui, il a compris. Si on regarde, ils n'ont pas gagné une seule guerre. L'Indochine, ça a été un échec. L'Irak, ça a été un échec. Enfin, toutes les guerres qu'ils ont faites... L'Afghanistan. Enfin, ils ont quand même l'Afghanistan, conquis n'en pas mal parlons de pas. territoires, puisque Ouais. tout leur territoire a été conquis Oui. par les guerres, comme vous l'avez dit vous-même. Ah oui, mais Donc, avant, elles ont quand même réussi. celles-là. avant, Oui, mais avant. c'est fini. Mais depuis la Deuxième Ah, Guerre depuis, mondiale, oui. c'est ce que je dis, moi, le Ah oui. changement qui s'est passé, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient tout puissants, tout le monde reconnaissait leur puissance, et puis peu à peu, on voit que la puissance militaire, si apparemment est toujours aussi forte, dans la réalité, elle s'est érodée puisqu'ils n'arrivent pas à gagner les guerres. Et ça, c'est très important parce que, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles Trump veut se replier, ramener les boys et dire on se replie sur les États-Unis, on garde une force pense, d'intervention pour taper fort quand on a besoin, mais on ne veut pas faire la guerre, nous. Hein. Et il le dit tout le temps. Parce qu'il sait que quand il se laisse entraîner dans la guerre, il ne la gagne pas. Et que ça coûte très cher. Alors ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est le plan économique où ils ont dominé tout. Ils ont essayé d'anéantir tout ce qui était les concurrents, et en particulier l'Europe, parce qu'il faut quand même le dire sur le plan Et économique. notamment la France. Ils ont tout fait pour saboter, pour créer des foyers de troubles en Europe, de déstabilisation, dans tous les domaines, hein, y compris en France d'ailleurs, pour... Qu'ils craignent. Ouais, et donc, pour pouvoir garder leur monopole de puissance économique, et puis là aussi, comme pour la guerre où ça diminue, eh ben, là, il y a les Chinois qui, mine de rien, avec leur méthode et tout, eh ben, les Chinois, ils montent, et maintenant, ben, on s'aperçoit que toutes les projections disent que la Chine va passer devant les États-Unis. Donc, cette grande puissance énorme, avec tout ce qu'on a évoqué avant, aujourd'hui, elle est encore très forte sur le plan militaire, mais elle ne peut plus faire de guerre, elle ne peut plus en faire qu'une seule. Hein. Et comme disait Milei, quand on lui a posé la question, c'est le président Trump, à son premier mandat, qui avait dit à Milei, si on fait la guerre à la Chine, Alors, on la qui gagne. Qui est Milei? Ah, Milei, pardon, c'était le chef d'état-major de l'armée Voilà, c'est américaine ça. à l'époque. Et Milei, on lui dit, est-ce que si on fait... Trump lui dit alors, on fait la guerre à la Chine, et l'autre lui répond, Monsieur le Président, nous gagnerons la guerre, mais il y aura des pertes énormes, important quand même, hein, parce que là, c'est les bombes atomiques qui tombent aux États-Unis comme sur la Chine, hein, pareil. Hein. Donc il y aura des pertes énormes, nous gagnerons la guerre, ça c'était le point important, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un deuxième front, car là, on ne sait pas ce qui arrivera. Oui, c'est ça. Et à mon avis, ça, c'est fondamental, parce que Trump, il l'a médité pendant toute la période Biden, et quand il revient et qu'il dit « je veux la paix avec les Russes », moi, je ne veux pas la guerre avec les gens du Nord, je veux s'il y a guerre, et il ne la souhaite pas, c'est avec la Chine, et par tous les moyens, on va essayer de l'éviter, parce qu'on n'est pas sûr. Et là, on rentre, donc ça prouve bien que c'est un colosse au pied d'argile. Alors, on va y De même sur venir. l'Iran. Le recul Alors, a été et immédiat. l'Iran en est une preuve On va actuelle. y hein. venir, Alain. Ça On va y rajoute. venir avant d'aborder la troisième partie qui est quels sont leurs problèmes actuels et est-ce qu'on peut vraiment parler de déclin. Je voudrais qu'on finisse sur cette partie historique dans l'actualité en disant comment se construit encore aujourd'hui leur domination dans la mesure où on peut dire qu'il y a encore une certaine forme de domination. Comment se traduit-elle? Il y a le dollar, je pense. Mais il y a le dollar et le numérique. D'accord. Attendez, il y a aussi une Entre domination autres choses. directement politique qui est le flicage des élites Oui. européennes, la sélection des élites européennes Oui, bien et la sûr. désignation des élites européennes qui doivent, en leur nom, en tous les cas,
au service de leurs intérêts, diriger les pays d'Europe. Donc ça, c'est le mondialisme. C'est ce qu'on voit Tony exploser Blair. avec l'affaire En Epstein. Angleterre, c'était Aznar qui est mouillé dans les affaires, Epstein, d'ailleurs. En Espagne, c'était Barroso pour l'Union européenne. C'était évidemment Sarkozy et Macron, même topo pour la France, qui sont désignés, qui se sont fait désigner. Alors ça, c'est la partie atlantiste, mais il y a la partie mondialiste aussi, pour ça, qui est évidemment d'origine américaine. Tout ce qu'on voit exploser à faire l'affaire Epstein aujourd'hui, c'est quand même le signe de la domination et de la corruption mais parce qui qu'ils vient ont des trouvé... États-Unis. Hein. Epstein, c'est un Américain, c'est pas l'état de décrépitude. C'est pas un Européen. La gangrène épouvantable de cette société qui, à mon avis, puisque le sujet est où vont les États-Unis, il faudra qu'on en parle avant de conclure, avant qu'on en parle maintenant, la gangrène est irrémédiable. On va y venir après. Ferreira a raison, la puissance militaire décline et est fragile, mais ce qui va faire exploser, à mon avis, cette société, je pense d'ailleurs que les Chinois ont le calme des vieilles troupes et attendent cela, et peut-être aussi la les Russes aussi, bien sûr. C'est l'épouvantable gangrène, et on est arrivé à des points. Ils voient la drogue, c'est l'État tout seul, donc policier. ils disent... c'est la transformation. Il n'y a plus qu'à attendre. Hein. C'est la transformation de l'État états-unien en un État. Alors les gens, j'ai entendu prononcer ce mot sur France Culture. Finalement, c'est très, très étonnant, alors qu'ils ont été à quatre pattes pendant des décennies. Quelqu'un a dit, avec Trump, c'est inconsidéré, mais c'est intéressant. Les États-Unis deviennent fascistes. Mais il y a en effet entre Trump, peut-être que nous ne sommes pas tout à fait d'accord, François, entre Trump et la Silicon Valley, vous voyez ce que je veux dire, Thiel, etc., maintenant à peu près tous se sont ralliés à Trump, une espèce de connivence pour survolter l'État totalitaire washingtonien qui va tout droit vers un totalitarisme autoritaire, policier et sanguinaire, que l'on a connu en Europe. J'ose pas faire de raccourcis rapides, mais je vois très mal finir, à cause justement de sa pourriture intérieure, un État qui va se survolter, qui va devenir de plus en plus policier, confère ICE, de plus en plus violent, de plus en plus échappant au droit et le niant, et de plus en plus, ressemblant de plus en plus à un État totalitaire. Je ne partage pas tout à fait ça pour ma part, mais on va y venir. On va y venir. Parlons des restes de la force américaine et des problèmes qu'elle a aujourd'hui. Voilà. Oui, alors, on vient de l'évoquer, mais je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est quand on regarde effectivement la puissance américaine aujourd'hui, on vient de parler de l'économie, tout ça, mais il y a un domaine, il y en a plusieurs, mais il y a un domaine dans lequel indiscutablement ils font la course en tête, c'est le numérique. Or, le numérique est un moyen d'asservir le monde. Alors là, je reviens tout à fait... Y compris leur propre population, puisque grâce au numérique, on surveille tout. Avec le portable, ils savent à tout moment où se trouve tout le monde. Très armé. C'est facile avec le portable, pour eux, les professionnels du numérique, de dire on est tous les trois ici, réunis, depuis 1 heure, et voilà. Ah oui, mais c'est très grave. Ni Hitler ni Staline. Parce que ça veut dire qu'on est disposition. On sort. Alors, on parlera du dollar aussi, bien sûr. Je pense que si Staline et Hitler avaient vécu aujourd'hui, ils auraient pleuré d'émotion d'envie, en se disant voilà tout ce qu'on peut faire. Et... Voilà, quel formidable. On a enfin des outils dont on a rêvé. Merveilleux. Mais les États-Unis le font. Ce qu'Hitler et Staline n'ont pas fait, les États-Unis le font. Et les Chinois aussi. C'est effarant. C'est effarant. Quand on regarde, moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est Bob Gates avec les dossiers médicaux des gens. Voilà un gars qui consacre sa fortune, il a une des plus grandes fortunes mondiales, il la consacre à racheter tous les dossiers médicaux des populations dans un certain nombre d'États. Et il y a un bon paquet d'États dans le monde, il n'y en a pas une dizaine, il y en a des quantités, qui ont vendu tous leurs dossiers médicaux. Alors on dit, mais à quoi ça sert? Sous couvert de servir... bien entendu, c'est pour des causes humanitaires. Et autres. Mais en réalité, ça sert à quoi? C'est que quand on a tous les dossiers des gens et qu'on surveille tout ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle, on va sortir des tendances, on va dire attention, voilà, il y a un risque on va avoir tel type de maladie dans telle zone pour tel type de gens à tel moment. On lance les produits pharmaceutiques qui vont correspondre. Enfin, en définitive... Big Brother est états-unien, on est complètement sous contrôle.
Mais c'est effrayant. Et Quand on y c'est allé à un réfléchit. point inouï, vous connaissez, vous avez beaucoup connu l'un et l'autre, prononçant son nom, Éric Dénessé, qui me racontait, c'est d'ailleurs dans une émission pour TV Liberté, un entretien avec lui pour TV Liberté, que le totalitarisme policier par la voie webmatique était si prégnant que si, par exemple sur les attentats du 11 septembre, vous émettez trop de doutes, trop constamment sur votre fil, sur votre mais vous êtes puni. courriel, mais il y a des descentes de police dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Ils savent. Et ils descendent le matin, y compris quelquefois pour vous amener, pour que vous justifiez ce que vous avez écrit 2 jours plus tôt à propos d'un De sujet toute façon, sur lequel déjà il faut à se l'époque taire. de Snowden, Encore une c'était fois. déjà le cas. Enfin, Mais oui, il y a ce lien total avec, avec la NSA. Et il y a la propagande d'un côté, et puis il y a en même temps le flicage informatique Snowden, de l'autre. Hein. Quand ça a été une révélation pour tout le monde, Snowden, on a découvert à l'époque que le numérique pouvait être un outil terrible d'espionnage des gens. Dont les États-Unis ont pris le leadership sur le monde. Chez eux. Et maintenant, on voit qu'évidemment, Snowden, c'est de la rigolade, c'est de l'enfantillage par rapport à la multitude de systèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et la puissance, le développement de sociétés comme Palantir aujourd'hui, où on voit précisément que le fait de rassembler le maximum de données. Vous savez par exemple que Palantir est associé avec le gouvernement israélien dans la guerre avec Gaza, parce que les bombardements sur Gaza, il faut fixer les cibles. Donc il faut dire, il y a un tel, on a identifié tel personnage dans tel immeuble, il faut lui tirer dessus. Et comme en fait, dans les guerres précédentes, puisque en fait, ce qu'on a vu de cette guerre depuis le 7 octobre, elle est la suite d'une série de bombardements qui existent depuis 2007 et qui sont récurrents tous les ans ou tous les 2 ans, à tel point que les Israéliens ont une expression pour ça, ils appellent ça tondre le gazon. Tondre le gazon, ça veut dire taper sur les Gazaouis pour qu'ils se tiennent tranquilles, à espace régulier, depuis 2007. Mais avec le développement de cette guerre, on s'est trouvé dans une situation où on n'arrivait plus à donner les cibles suffisamment vite pour organiser les tirs. Donc en fait, on a fait en sorte de créer un algorithme, et c'est Palantir qui a fait ça, de façon à fournir les cibles à un rythme suffisamment rapide pour pouvoir alimenter la machine de tir et les avions, etc. etc. Donc on en est là aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai. Mais alors justement, tu prends l'exemple, tu prends cet exemple-là. On prend l'exemple, tout à l'heure je citais Swift, où tous les échanges bancaires pour chacun d'entre nous sont contrôlés, on le sait, par les Américains dans le cadre de Swift. Puis ils sont branchés dessus, surveillés. Et donc, et c'est grâce à ça qu'on peut faire des sanctions. Parce que c'est grâce à ça qu'on fait des sanctions et qu'on surveille en disant, mais comment il y a eu cette transaction-là qui s'est passée par là, il faut qu'on vérifie. Entre parenthèses, toute transaction de plus de 10 000 euros, aujourd'hui, elle est vérifiée dans le monde. Il faut le savoir. En disant, on regarde l'origine, on regarde l'arrivée. Bon, donc là aussi, on est fliqué. Tu prends le téléphone Pegasus, l'affaire Pegasus, qui a défloré la chronique. Là où on a vu qu'on pouvait utiliser les téléphones de tout le monde, avec des logiciels évidemment adaptés, pour t'espionner chez toi, savoir tout ce que tu fais et tout. Bon, on voit bien qu'on est en train de basculer dans un monde orwellien, un monde fou, dans lequel on est complètement environné, on ne peut plus rien faire d'indépendant, on n'est plus indépendant. Et ce qui est drôle, c'est que tout ça est fait les au nom de la amis sont les leaders dans cette technique. Alors, je ne vais pas dire que les Chinois ne font pas la même chose, mais les Chinois, ils le font chez eux. Alors que les États-Unis ont déployé un système au niveau des Occidentaux. Il n'y a pas de doute, un système qui est partout. Que tout le monde essaye de copier d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que l'Union européenne est en train d'essayer de mettre en place. C'est véritablement... Mais oui, mais c'est pour ça. C'est basé sur la possibilité d'avoir des algorithmes qui permettent de récupérer l'information sur des bases de données gigantesques et qui couvrent la totalité des gens d'un pays, par exemple. Mais tu as vu que quand on veut, en Europe, mettre des règles qui empêchent justement les Américains de contrôler
surtout le numérique pour les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est pour le faire nous-mêmes. Hein, nous, c'est pour le faire nous-mêmes, et que les Américains sanctionnent les gens de chez nous qui ont pu avoir cette idée. Breton, par exemple, est interdit de séjour aux États-Unis parce que c'est lui qui a poussé les textes européens visant à bloquer les Américains. Voilà. Les Américains te disent, mais c'est inacceptable. C'est ça. Bon, mais est-ce que c'est normal qu'on ose dire, qu'un pays ose dire de quelqu'un dans un autre pays, je ne peux pas, je ne le laisse plus rentrer chez nous, c'est un ennemi absolu, parce qu'il essaie d'empêcher qu'on puisse vous espionner. Confère l'affaire Perucci. Alors, il n'y a pas confère que l'affaire ça Astor. aussi, parce que il y a aussi le fait qu'il est vrai, et ça, je vais le dire un peu au crédit du système aux États-Unis, c'est que, en particulier avec l'arrivée d'Elon Musk et son contrôle de X, il existe au sein de la société américaine la possibilité d'exprimer des opinions qui sont contraires à la doxa de gauche démocrate qui était celle des années précédentes. Ça, je ne le crois pas. De toujours. Alors qu'en France, on essaie d'empêcher ça. Par exemple, si tu aujourd'hui tu critiques l'attitude de la France dans le conflit vis-à-vis de la Russie, etc., tu es considéré comme quelqu'un qui dit pas ce qui fait pas ce qu'il faut. Et c'est ça que Vance nous a reproché. François, le flicage aux États-Unis est aussi énorme. Je ne crois pas que la marge de manœuvre, je citais par exemple ce que disait Dénessé, la marge de manœuvre de l'Américain. Regarde ce qui s'est passé pour le Super Bowl. Tu as eu en même temps un latino là qui a fait qui a chanté en critiquant Trump, et en même temps la publicité est une publicité des victimes de, alors ça c'est un coup de génie, les victimes d'Epstein qui se sont exprimées au sein d'une association qui ont acheté l'espace publicitaire en disant on veut savoir qui sont nos prédateurs. Donc les deux camps se sont exprimés. Mais l'Amérique, on peut pas. Ça existe. Est-ce que ça serait possible chez nous ? À l'intérieur de ce grand cadre qu'on a défini au départ, l'Amérique, il y a des oppositions internes extrêmement fortes. Hein. Et Trump passe en force actuellement, mais avant les démocrates, sous Obama, passait en force du côté démocrate. Il y a toujours, ou Clinton, il ne gênait pas non plus. Hein. L'Amérique, c'est une opposition permanente en interne entre différents blocs. Il y en a un qui prend le pouvoir avec l'argent, avec tout ce qu'il faut, et puis il arrive, et puis il tient un certain temps, un autre les remplace. Mais par contre, le bloc lui-même, il est unique, parce que la politique de Biden au niveau international ou la politique de Trump, il n'y a pas tant de différence que ça. Simplement, Trump, il le dit. Et surtout, moi je pense qu'il y a une grande différence. La critique en interne n'est pas... Il y a quand même une grande différence. La critique intérieure est très contrôlée. C'est d'ailleurs, peut-être pour en revenir au thème de nos émissions, une force de la France et peut-être une mission de la France que de contrebattre cet effrayant système coercitif à des points jamais imaginés par aucun fascisme. On va y venir, on va aborder ça un peu plus loin. Je voudrais qu'on termine sur cette affaire-là. Quand Bernanos, en 1947, écrit « La France contre les robots », au fond, il anticipe ce qui pourrait être notre rôle anti-1984, anti-orwellien. Et je pense, pardon François, qu'on n'est pas si loin de réussir, car contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, mon cher ami, la liberté est très superficielle aux États-Unis. L'exemple que nous citait Dénessé est quand même très prégnant. La liberté est bien plus grande en France. C'est à l'époque des démocrates. Parce que vous pouvez dire quand même en France beaucoup plus de choses qu'on ne peut en dire aux États-Unis, contrairement à l'image. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire tant de choses que ça en France. Enfin, pas en France, je dirais, mais dans le système européen. Dans le système européen tel qu'il est. Mais je voudrais qu'on termine un peu sur... on abordera après la question des conséquences de la situation et qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais déjà, je voudrais qu'on termine sur... le système de domination qu'on a décrit abondamment jusqu'à présent. On n'a pas parlé du dollar, mais c'est aussi, ça en fait partie. Mais je voudrais qu'on dise un peu
quels sont véritablement, qu'est-ce qui mine ce système, quels sont les problèmes qui sont les leurs. On a parlé un peu de la situation militaire, je voudrais qu'on y revienne un peu parce que je pense qu'elle est catastrophique, c'est ce que dit Sylvain Ferreira dans son livre, qui est tout à fait... Il y a la perte de pouvoir du dollar, il y a quand même un certain nombre de signes qui marquent une forme de déclin. Mais je crois que le déclin est une évidence. Ouais. Le déclin est une évidence. Trump, en définitive, qu'est-ce qu'il dit quand on regarde? Quand il dit « faire revenir Make America Great Again », ça veut bien dire « nous sommes en train de décliner et il faut qu'on trouve les moyens de reprendre une position de leader ». C'est ça. Alors, il ne dit pas exactement ça, parce que si on revient à la doctrine de sécurité nationale, il dit très clairement, et ça a été dit précédemment, et je reviens toujours à ça, à l'interview de Rubio, Marco Rubio, le 30 janvier avec Megyn Kelly, qui annonce la doctrine de sécurité nationale. Il y a deux choses qui annoncent la doctrine de sécurité nationale. Il y a d'une part l'interview du 30 janvier de Marco Rubio, 10 jours après avoir été intronisé, et d'autre part la conférence de Munich de Vance. Là, on a les deux pans. Et tout ça, on retrouve dans la doctrine de sécurité nationale. Ce qui est dit à cette époque, juste pour terminer, c'est la domination américaine sur le monde, c'est terminé. Et c'est ça. Nous avons le futur, c'est un trépied avec nous, les Chinois et les Russes. Alors là, il ne parle pas de l'Inde. Excusez-moi d'intervenir, j'ai 69 ans, j'entends cette chanson du déclin des États-Unis depuis 60 ans, enfin depuis que je m'intéresse à la marche du monde. J'avais même pas 10 ans que j'entendais, après la guerre du Vietnam, donc là j'en avais peut-être un peu plus, entonner la chanson du déclin de l'Empire américain. Il allait mal, après il y a eu l'embourbement de Carter dans l'affaire iranienne. Le thème, c'était l'Amérique est en déclin. On est dans les années 70, à la fin des années 70. C'est un peu remonté avec Reagan et surtout l'effondrement du système soviétique. Mais quelques années plus tard, j'ai apporté un livre formidable, Une Amérique qui fait peur, d'Edward Baird, qui est un franco-américain, journaliste à Newsweek. C'est effrayant ce qu'on lit dans ce livre sur la pourriture de la société américaine. 94. C'est la fin, disait Edward Baird. C'est l'apogée, c'est-à-dire la chute. Voilà. La roche d'Arpéienne est proche du Capitole. Quelques années plus tard, 2001 ou 2002, souvenez-vous, Emmanuel Todd publiait un livre qui a fait un certain bruit. Après l'Empire, il pensait refaire le coup qu'il avait fait avec l'Union soviétique à la fin des années 78-79, sur la fin de l'Empire soviétique. 12 ans après, ce fut vérifié. Manque de bol, le déclin irréversible, définitif, rapide, spectaculaire de l'Empire américain qu'il annonçait après l'Empire en 2001 ou 2002, ça tombait au moment des tours. 25 ans plus tard, on n'y est pas. On n'y est pas quand même. Et je pense qu'on se raconte un peu des histoires en disant perpétuellement que cet empire est affaibli. Certes, il est très affaibli, mais il peut faire des dégâts énormes. Vous envisagiez Alain, l'hypothèse de guerre atomique pour se défendre. Il n'en reste pas moins dangereux. D'où la mission de la France. Je pense que il ne faut pas attendre qu'il s'effondre de lui-même. Il va s'effondrer, mais même pas pour des raisons militaires, je répète, pour des raisons qui tiennent à l'effondrement sociologique. C'est-à-dire que la société américaine va imploser, va disparaître dans sa sauvagerie. Il n'y a qu'à voir les papiers Epstein. Ça va jusqu'au sacrifice humain. On est d'accord, mais là, la doctrine, on revient à la doctrine, la nationale, l'INS, la doctrine stratégique américaine. Pour eux, ils disent, c'est ça qui est, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils disent, on n'est plus les maîtres du monde. C'est ça. C'est important, parce qu'ils y ont cru, ils y ont cru quand même. C'est même fondamental. Après la chute de l'Union soviétique, malgré ils y ont cru. Ils disent, on n'est plus les maîtres du monde, mais on va se replier sur notre base. C'est une doctrine de Monroe améliorée, en disant, l'Amérique du nord au sud, toute l'Amérique, c'est nous. Amérique élargie, Groenland, parce que les Chinois sont extrêmement puissants dans toute l'Amérique du Sud. Alors, ils ne vont pas y rentrer aussi facilement que ça.
Ouais, mais non, mais j'ai pas dit qu'ils vont y arriver. Je dis, ils disent que, voilà. toute l'Amérique, c'est nous. Alors, il y a le Groenland. Un jour, Alors, ils je diront... rappelle à cher Alain que Monroe disait pas ça. Non, il mais disait mais on vous aidera à je vous t'ai dit- libérer des colonisateurs Je européens. t'ai dit... J'ai Donc, dit... Monroe, c'était une doctrine de libération, Oui, mais et pas attention. d'asservissement. Hein. On est Attention. d'accord. Roosevelt, Au la départ. doctrine, Au départ. Mais du gros on bâton de on a Roosevelt. toujours dit qu'il partait de la... Maintenant, qu'on partait de la doctrine de Monroe, mais lui-même, Trump a dit récemment, ce n'est pas la doctrine de Monroe, c'est la doctrine de Donald Monroe, c'est-à-dire Donroe, comme Voilà, il dit. c'est ça. Hein, c'est-à-dire, c'est la mienne, et, qui est tout à fait effectivement différente, puisqu'il dit toute l'Amérique est à nous, Voilà, en gros, dont le c'est Groenland est à nous, et pourquoi pas les Antilles françaises. C'est ce que parce j'allais dire. Et la Guyane. la Guyane est parfaitement légitime pour être à nous. Et à mon avis, d'ailleurs, leur sécurité, à mon avis, on en reparlera de la Guyane dans quelques temps, quand on va voir le développement la recherche de pétrolière au Guyana, après la Venezuela et autres. Comme la Guyane est à côté, à mon avis, on va les voir arriver assez vite. Enfin, ça, on verra ça. Hein, mais on voit bien que, donc, ils disent, on se replie, on ramène les boys, on essaie de faire la paix partout ailleurs, on ramène les boys chez nous, on va faire des économies, on se concentre sur notre zone. Ouais. Et alors, il reste un problème qui reste international, et là je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le dollar. Parce que le dollar ne tient, le dollar ne peut pas tenir uniquement avec un repli sur l'Amérique. Puisque le dollar est devenu, depuis Bretton Woods, la monnaie internationale des échanges, en particulier miniers, pétroliers et autres. Hein, et donc, si jamais, et c'est que c'est en train de se passer d'ailleurs, hein, d'un côté, le bloc chinois, le bloc des BRICS, est en train d'essayer de contrer le dollar en lançant un système de remplacement. Bon, les Européens, on est malheureusement dollarisés, il faut bien le dire, hein, mais c'est pas suffisant. Donc le dollar est en train de perdre du poids. Et or, il ne faut pas l'oublier, le dollar sert à financer le déficit américain. Et comme le dollar est la monnaie mondiale, c'est nous tous les pays du monde, qui finançons le déficit américain. Oui, absolument. S'il n'y a plus, si nous ne sommes plus là pour financer le déficit américain, que le dollar s'est replié comme monnaie uniquement d'un pays, ils sont dans une situation économique impossible. Hein. Alors on risque de vivre une période difficile. Hybride. Ah oui. Le dollar n'est plus la monnaie de réserve. Mais et moi, si reste je me quand mets à même, la place des Chinois ou des Saoudiens, qui sont ceux qui en disposent le plus, j'irai pas tout bazarder d'un seul coup, parce que je veux pas non plus que mes réserves en dollars fondent en valeur. Mais bien sûr, parce que ça donc pénalise. je vais le faire progressivement, mais ça veut dire qu'il y a quand même une tendance qui vise à faire perdre aux États-Unis leur rôle de monnaie de réserve exclusive. C'est le mot exclusive qui est important. Et et les meilleurs exemples de ça, c'est après les déclarations de Trump du mois de décembre, hein, les Chinois qui ont commencé à vendre les bons du Trésor américain qu'ils détiennent. Voilà. Les Chinois ont détenu jusqu'à plus de 30%. Qu'ils acceptaient de se faire payer en yuan, alors que c'est eux qui sont les principaux alimenteurs de la pompe, on va de la pompe financière américaine. Là, ça va être piloté par tous ceux qui sont contre le dollar. Comme ça a été dit très justement, ils peuvent pas. On ne peut pas avoir une chute du dollar de jour au lendemain, c'est pas possible, ça serait la ruine mondiale. Ouais. Donc ça va se faire doucement, tout le monde va la jouer, hein, et les Américains, ils vont essayer d'en trouver des solutions pour eux. Voilà. Mais donc on est dans une situation très compliquée en définitive. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire, François, que alors certes, il y a ce document de février 2025 sur la stratégie globale. La stratégie, elle date de décembre 2025. D'accord. Janvier, février, c'est les annonces préparatoires de Rubio d'un côté et de Vance de l'autre. En fait, c'est fin novembre, début décembre qu'elle a été éditée, donc c'est assez récent. D'accord. Mais ça n'empêche pas, et c'est ce qui nous oppose à propos de Trump, que la machine elle-même, dans ses tréfonds, reste la machine WASP. Oui, tout à fait. Pas les latinos. Et les latinos, c'est presque une espérance, parce que la croissance démographique des latinos et du catholicisme, je reviens avec cet antagonisme, mais qui existe bel et bien. Les WASP gardent au fond d'eux-mêmes l'idéologie de la destinée manifeste, du manifeste destiné. Et ça, il y a un messianisme inhérent à la race, je dirais, WASP. Et parenthèse, je dirais que les WASP
au fond, c'est l'Occident, white, anglo-saxon, protestant, et que nous ne sommes pas, nous, Français, nous ne sommes pas une partie de cet Occident-là, nous sommes même hors de... Et nous devons nous penser, pour nous décoloniser, en dehors de l'Occident. Bien sûr, bien sûr. Sinon, on ne trouvera même plus ni indépendance, ni même le sens de ce que nous sommes et de notre mission. Bien, mais l'enracinement psychologique de la manifeste destinée, il est absolument archaïque au sens indécrottable. Et on aura toujours cette... Alors, ils sont sur le recul peut-être, mais ils en sont d'autant plus dangereux, cette espèce de race wasp, blanche, anglo-saxonne, protestante, qui ne se sentira jamais autrement que dominatrice et sûre d'elle-même. Là où on a non pas une opposition, mais une différence, c'est moi, je pense, et j'ai des éléments qui me permettent de le prouver, je pense, que Trump combat ça, d'une certaine façon. Parce que sa racine, il n'y a qu'à voir son histoire personnelle, etc., est profondément populiste. Et le petit peuple américain ne partage pas cette philosophie. Il partage une philosophie qui consiste à lui demander, c'est d'ailleurs un de ses problèmes, de revenir sur les problèmes de son pays, de s'occuper d'eux, de s'occuper du développement, etc. On n'est pas dans les délires mondialistes dans ce cas-là. Et dans la destinée manifeste. Donc il y a, on voit très bien, un espèce de combat qui donne cette espèce d'idée comme quoi de temps en temps Trump donne raison à ce que j'appelle les nostalgiques de la puissance américaine d'un côté, et de temps en temps essaye de les combattre avec deux populations opposées qu'il essaye de réunir en faisant des coups d'éclat et en faisant d'ailleurs beaucoup de cinéma pour essayer de gagner les midterms, qui va être la clé du fait qu'il va pouvoir faire des choses dans les 2 prochaines années où il va être pieds et poings liés avec, il l'a dit lui-même à ses troupes, si on perd les midterms, mes ennemis feront en sorte d'une procédure d'impeachment. Donc en fait, il craint non seulement de ne pouvoir rien faire pendant les 2 prochaines années, mais d'être même invalidé en tant que président. Donc c'est véritablement, je pense, le grand combat qui va déterminer l'avenir. C'est la clé. Je pense que il n'est pas... Alors, c'est particulier parce que on est dans une période hybride, et c'est un personnage hybride parce qu'il affirme dans sa doctrine, et a priori il faut le croire, parce que si on n'a pas de doctrine, on n'écrit pas une doctrine, une doctrine n'est pas un alibi. Une doctrine n'est pas un alibi, si on la publie, c'est qu'on y croit. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'il faut, on agit conformément à la doctrine. Mais il est capable de dire nous ne sommes plus les maîtres du monde, et puis en même temps de dire à l'Inde on vous met 50% de droits de douane si vous continuez à travailler avec les Russes. C'est-à-dire il se comporte comme un néocolonialiste, alors qu'il a dit lui-même que le néocolonialisme américain était fini. Donc on est dans une période tout à fait passionnante d'ailleurs, et très ambiguë, mais on ne peut pas en déduire, c'est ça que je veux dire, on ne peut pas en tirer, je voudrais terminer, on ne peut pas en tirer la conclusion purement et simplement qu'il est purement et simplement un agent des lobbies mondialistes, néocolonialistes américains. Il ne fait pas leur... sinon, il n'aurait pas obtenu, il n'aurait pas forcé la main de Netanyahou à plusieurs reprises, il ne serait pas en train de discuter avec les Iraniens, il les aurait bombardés, il ne serait pas en train d'attendre que Poutine ait gagné sa guerre. Il aurait suivi ces anti-Poutine qui veulent qu'il bombarde. Il serait rentré dans une dizaine de guerres, ce qu'il n'a pas fait. Donc, je pense qu'on est entre les deux. L'épisode Trump, c'est un épisode, et ça n'est qu'un épisode. Quelle que soit la façon dont on l'analyse, nous divergeons là-dessus. Notre sujet, c'est où vont les États-Unis. Je ne pense pas que Trump, c'est comme les derniers est capable d'inverser ça. Non. C'est beaucoup trop puissant. Et c'est ce qui nous oppose. C'est ça qui nous différencie. Oui, François, depuis quelques semaines, mais c'est amusant, c'est intéressant. Depuis plus que quelques semaines. J'ai vécu aux États-Unis. Et je ne crois pas que le petit peuple américain soit si pacifique que ça. Il est
imprégné d'une culture, du combat, je le disais, de l'antagonisme, complètement rebelle à l'idée d'harmonie, par exemple, et d'une sauvagerie, je reprends ce mot sans pareil. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé à New York, parce que j'ai vécu aux États-Unis, moi. Bon, je peux vous dire que c'est dur. Quand on se fait arrêter, j'ai été 2 fois arrêté par la police new-yorkaise. Mais c'est très dur, l'Amérique est effrayant. dure, hein. J'avais l'impression d'être tombé aux enfers, et encore heureusement j'avais un passeport paradis, hein. On va diplomatique. terminer sur ce chapitre parce que je voudrais qu'on dise qu'on parle de la France. Oui, mais alors, bien sûr. je finis cette anecdote. Quand je suis arrivé dans un petit quartier près de l'ONU, pour ceux qui connaissent New York, 2e avenue, 42e rue, c'est vraiment le centre, c'est tout de même assez cossu. Et dans cet ensemble de bâtiments où j'avais loué un appartement, s'installer, parce qu'il y avait une forêt, un parc, un petit parc, beaucoup de homeless. Ces homeless mettaient en révolte les familles du coin, surtout les braves rombières du coin, tout aussi protestantes, c'est-à-dire prétendument chrétiennes, mais à mon avis non, qu'elles fussent, parce que leurs grands arguments, alors elles multipliaient les pétitions pour qu'on les vire, ces homeless, c'est que ça faisait baisser le prix de l'immobilier. Bon, il n'était pas si dangereux que ça. Bref, elles ne sont pas arrivées, notamment j'en ai payé le prix parce que j'étais tout à fait, moi, le français, trop rebelle à cette espèce d'opération. Elles ne sont pas arrivées à les éliminer. Un jour, on en a trouvé 14 homeless morts dans la nuit parce que ces braves dames leur avaient fait distribuer des sandwichs empoisonnés. Oui. On a trouvé des cadavres de pauvres bourgs qui sont allés mourir à l'hôpital. Je les ai vus, j'ai vu ça. La sauvagerie de ce peuple est absolument sans pareil. Et quel que soit Trump, je reviens à Trump, il a un certain bon cœur, je dirais. Par exemple, il était très opposé aux opérations des néoconservateurs en Irak, par exemple. Enfin, c'est plutôt le bon côté du personnage qui fait qu'on l'a regardé avec une certaine il aime faveur. pas la guerre. Mais c'est l'écume des choses par rapport à une population, un peuple qui peut être, comme on dit, nice fellow, mais en surface, et qui se défendra bec et ongle et même jusqu'à nier, et ils le font très fréquemment, la vie humaine. La vie humaine n'a pas beaucoup de prix dans ce pays de sauvages. Mais si tu lis encore une fois la doctrine de sécurité nationale, elle indique très clairement que Trump, ça part pas de son bon cœur, ça part du fait qu'il a pris en compte le fait qu'il sait que c'est plus possible. Et là, on n'a pas beaucoup parlé du livre de Sylvain que j'invite les auditeurs à lire, parce qu'il est très intéressant, il est assez petit à lire aujourd'hui. La situation, par exemple, de l'armée américaine est catastrophique. C'est ce qu'il explique. Sur le plan de l'industrie, il n'y a pas les industries qu'il faut. Enfin, le dôme de fer et ce qui a été livré à Zelensky, c'est les Patriotes. Lockheed Martin en fabrique 550 par an pour le monde entier. Pour les besoins des Américains, pour les besoins des Européens qui les vendent, pour les besoins de Zelensky et pour les besoins de Netanyahou. Donc, ils n'ont pas l'industrie, d'une part, ils n'ont pas les financements non plus, ils n'ont pas la doctrine, ils n'ont pas les hommes parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce qu'il y a des énormes problèmes d'obésité, etc. Et en plus, ils n'ont pas les terres rares parce que c'est leurs ennemis potentiels qui sont les Chinois qui les leur vendent. Donc, d'après Sylvain, je ne rentre pas dans les détails, mais il démontre ça arme par arme. Il faut au moins 10 ans d'un effort énorme des États-Unis pour faire en sorte de remettre tout ça en ordre et de faire en sorte que ces industries à qui on passe des contrats mirifiques et à qui on donne de l'argent, livrent, parce qu'en plus, elles ne livrent pas. Donc Trump a fait passer un décret qui obligeait, si j'ai bien compris, ces industries à livrer ce qu'elles avaient promis de livrer. Donc j'appelle ça un déclin, moi. Mais alors, mais attends, si on essaie de voir un peu l'avenir, si on peut essayer de voir l'avenir. Voilà. On vient de le dire, il y a les mid-terms qui font tout pour les gagner. Pourquoi ?
parce que pour que Trump puisse continuer sa politique, et bien entendu pour que Vance puisse le remplacer comme président des États-Unis. Exactement. Et sachant qu'aux États-Unis, quand tu es président, tu es réélu une fois, hein, ça veut dire que si effectivement Trump, puis après Vance 1 et Vance 2 arrivaient, on a les fameux 10 ans dont tu parles. 12 ans de domination. Eh oui, et à ce moment-là, ils ont l'espoir dans leur tête à eux. Ils se disent, mais si on a cette durée-là pour nous, on peut arriver à relancer un certain nombre de choses. Donc, si tu veux, dans leur logique, la Heritage Foundation, hein, qui est le think tank qui inspire Trump, hein, la Heritage Foundation, c'est très intéressant parce qu'ils disent effectivement qu'il faut se donner du temps pour pouvoir reconstruire une Amérique, alors ils appellent ça viable, hein, une Amérique qu'ils considèrent eux comme viable. Et donc c'est ça. Alors donc on voit qu'il y a des enjeux extraordinaires et que ces mi-termes en définitive c'est énorme. Du coup, quand Zelensky te dit mais les Américains ils veulent la paix pour le mois de juin, mais c'est pas le mois de juin, c'est les mi-termes. Trump, il va avoir terminé sa guerre avant les mi-termes pour dire, regardez les gars, j'ai fait la paix avec la Chine, on a signé des contrats avec la Russie, hein, on va signer des contrats, la vie est belle, j'ai mis les Européens Il aura abandonné l'Ukraine si c'est le cas. Oui, mais... Donc déjà, ça veut dire attends, mais l'intérêt américain, l'intérêt américain, c'est l'Ukraine ou c'est les relations avec la Chine? Quand tu sais qu'ils peuvent pas avoir deux fronts en même temps, hein, au cas où il y a une guerre avec la Chine, la réponse c'est clair. Entre l'Ukraine et la Russie, Trump il a fait son choix. Non, mais on est d'accord. Alors même si nous, on dit c'est monstrueux, ils nous abandonnent et tout. Hein. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante, c'est la Pologne. La Pologne qui a traditionnellement été pro-américaine depuis toujours. Hein. Et la Pologne actuellement, je voyais un sondage récent qui disait qu'il n'y a plus que 15% des Polonais qui disent les Américains on les aime, mais est-ce qu'ils viendraient nous défendre? Et la réponse, 15% simplement disent oui. Ils viendront nous défendre. Mais la majorité des Polonais disent ne rêvons pas. Personne ne viendra nous défendre. Je voulais savoir quel pourcentage en France, d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. On sait tous ceux qui réfléchissent un peu savent que le système atlantiste, c'est un des plus énormes mensonges depuis le XXe siècle, parce que jamais les Américains ne tireront sur la Russie pour défendre Vilnius ou même n'importe où. Exactement. Donc, il y a des intérêts internationaux tellement forts. Ce dôme des Rhin, qui est censé être la protection américaine de l'Europe, n'existe pas. N'existe pas. D'ailleurs, il y a aujourd'hui une tendance extrêmement intéressante. Et après, on parlera des opportunités que cette situation nous offre. Je voudrais qu'on termine là-dessus. On a 10 minutes à peine. Voilà. 10 minutes, actuellement, essayer de bourrer l'Europe d'armes tactiques, d'armes nucléaires tactiques. Mais on sait que les Russes disposent aujourd'hui des Oreshnik où ils peuvent faire autant de mal avec des comment ça s'appelle des missiles hypersoniques, de faire des missiles hypersoniques et en faire des trous de 100 mètres de profondeur sans avoir besoin de radiation. Donc ils ont l'arme tactique absolue aujourd'hui et ils en produisent plusieurs par semaine en ce moment et ils vont en distribuer dans le monde entier. Donc, le fait de bourrer l'Europe d'armes tactiques ne changera strictement rien à la situation géopolitique du monde, parce qu'on n'osera jamais tirer des armes tactiques sur la Russie à partir de l'Europe, parce qu'on sait que le missile suivant, il ira aux États-Unis et pas en Europe. Mais nous, on en prendra aussi. Hein. Oui, mais les Américains ne le feront pas. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait. Je suis d'accord sur le fait que les Américains, ils ont leur vision stratégique du monde avec leurs problèmes. La Chine d'abord, et comment faire pour être en position favorable dans ce cas-là, s'il y a un conflit avec la Chine. Bon, les Européens, alors je parle de la France, hein, parce que c'est quand même... on est même en France. avec la Chine, s'ils peuvent faire du business à un moment donné. Oui, mais les Français, en définitive, aujourd'hui, quand on regarde, sur le plan militaire, le seul point fort que nous avons, c'est le nucléaire. Oui. Parce que, dans la mesure où on peut dire aux Russes et à tous les autres, si vous voulez nous envahir et nous attaquer, vous allez nous tuer, ça c'est sûr,
Ouais. Mais vous aussi, vous allez qu'on ça va vous l'utilisera coûter pour très la cher. Guyane, C'est ça, la- les Antilles, cher j'en Alain, je mets une petite précision, c'est qu'on aurait l'arme absolue si nous avions l'hypersonique, parce qu'aujourd'hui l'arme absolue, c'est parce que ça veut dire que si aujourd'hui on tire sur la Russie, on n'est pas sûr de tuer les Russes, par contre eux sont sûrs de nous tuer nous, Oui. parce que Non, eux mais ça- peuvent nous tirer avec de l'hypersonique Plus et nous vite, on peut pas. Nous Donc sommes si on d'accord. avait un effort à faire nous sur le plan, c'est pour ça que tout ce que j'entends dire sur quoi il faut dépenser de l'argent pour la guerre de haute intensité, Non. c'est pas notre job ça. Par contre, on doit avoir, notre système n'est basé que sur la dissuasion, mais par contre, ça veut dire qu'on doit avoir la dissuasion la meilleure au monde. Absolument. Ce qui n'est pas le cas. D'où il nous faut effectivement, il y a un trou dans la raquette, c'est l'hypersonique. Un On énorme est- trou. Mais ça, on Bon, est bien alors, d'accord. on est Il y a, bien il y a- d'accord. il y a quand même Alors- un petit problème, je vous écoute, mais François, vous avez intitulé cette conversation Où vont les États-Unis. Alors, où vont préciser la séquence. Je vous suis à peu près sur ce que je crois être l'écume des choses. Et ce sont des réalités qui ne sont pas des vérités. C'est-à-dire que c'est très fugitif, ce dont vous parlez, pardon de vous le dire avec un peu de brutalité. C'est une situation transitoire. Est-ce que la question est où vont les États-Unis dans les 8 ou 10 ans qui viennent ou dans les 50 ou 60 ans qui viennent? J'aimerais répondre à la question à long terme. Essayez d'imaginer, parce que il en dépend le jeu de la France. On va le faire et ça sera notre conclusion. Ce que sera cet empire qui tombe dans la démence et la caricature, et même contre lui-même, dans 50 ans. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on continue encore aujourd'hui on est d'accord. à parler anglais, on continue à entendre de la musique anglaise dès qu'on entre quelque part dans un ascenseur, un aéroport, une gare, un restaurant, et on ne s'en rend même pas compte du point de colonisation. D'ailleurs, vous ne vous rendez même pas compte, je vous taquinais, mon cher ami, mais qui beneabat ne taquinat, quand vous avez appelé votre émission Open Box, vous ne vous rendez pas compte que vous contribuez à la colonisation de la France. Mais on est d'accord, je boîte ouverte, contribue, tu je t'étais suis mieux. coupable. On est tous coupables. Il est très difficile de se désintoxiquer. Bon, je vous dis ça Ah encore. non, mais on est bien Oui, d'accord. Allons-y, Vous d'accord. connaissez On est bien d'accord. 5 minutes. Donc est d'accord. je pense que pour la France, qui est notre grand souci quand même, il faut penser à ce que sera notre respiration possible, pas dans les 10 ans. Je suis très pessimiste dans les 10 ans qui viennent. Ils vont être terribles à vivre, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais que sera le monde quand cet empire, comme ça j'ai interprété votre titre, tout mon à cher fait. François, quand cet empire sera effondré. Voilà. Et tout empire périra, faut-il citer la Bible, c'est certainement ce qu'il faut avoir en tête. Alors moi, là, à ce niveau-là... Par dislocation interne. Non, là, je pense qu'on a... Là, continuer sur la France par rapport à tout ça, sachant que l'Empire américain, donc, il se replie sur l'Amérique, c'est la théorie actuelle, officielle. C'est ce que je pense aussi. Que la Chine se développe, mais que la Chine n'est pas toute seule. Il y a les BRICS, les fameux BRICS, dont la Russie, l'Inde, qui sont tous en train de se développer. Et puis il y a des continents qui se développent à grande vitesse, comme l'Afrique en particulier. Alors, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on est? Je crois que si on reste... dans le système européen tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et dans l'OTAN telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un système complètement contrôlé par l'Amérique. Là, on est mal parti, puisqu'on a vu que l'Amérique ne soutiendait pas ses alliés et se replie sur... Donc là, on est mal parti, on est les victimes expiatoires. Si, par contre, on est capable d'affirmer notre spécificité. Là, je vais reprendre un peu, moi je suis désolé, mais je redeviens gaulien, d'une certaine manière. Je pense que... oui, mais il faut bien... je pense que nous avons des champs d'opportunités de développement, en développant nos relations commerciales, économiques, militaires, dans tous les domaines, sur tous les autres continents, en admettant que l'Amérique n'est plus pour nous, et encore. Mais il y a tout le reste. Et le reste, il n'est pas perdu. Et puis, il y a notre arme première, qui n'est pas le Conseil de sécurité, notre droit de veto, qui n'est pas même pas notre arme nucléaire, parce qu'on ne s'en sert pas tous les jours. Je ne suis pas sûr qu'on s'en servirait si les États-Unis d'Amérique voulaient mettre le pied en Guyane. Je ne pense pas qu'on bombarde New York. Enfin bref, j'allais dire ce serait trop beau, mais je dis ça en boutade, rassurez-vous. Encore que, vous savez, dans la doctrine tous azimuts, le général de Gaulle n'avait pas exclu que les États-Unis soient un jour visés par les armes françaises, ce qui est assez hardi. Bref, mais
plus intéressant, plus décisif, c'est l'outre-mer. On a fait une émission sur l'outre-mer. Moi je pense aussi. Je pense que tant qu'on garde l'outre-mer, bien sûr, je pense qu'on est presque insubmersible, sans jeu de mots. Mais alors, moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Là, c'est ma conviction personnelle. Moi, je pense que la France devrait avoir, sur le plan de la défense du territoire français, de l'Hexagone, je dirais, en Europe. Je pense que la dissuasion nucléaire, en améliorant les éléments qui sont défaillants, me paraît la seule bonne solution. Par contre, je trouverais normal que notre armée soit, puisqu'il faut la changer, soit reconditionnée pour être capable de défendre nos territoires d'outre-mer. La marine. Parce que nous sommes la deuxième puissance maritime du monde. Il faut une marine correspondante. Et que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, dans tous les domaines, de défendre ces territoires d'outre-mer, qui sont notre richesse. Là, on n'est pas dans la dissuasion, parce que si on se fait envahir une partie du territoire français, on ne peut pas tirer sur un coup de bombe atomique. Exactement. La dissuasion, c'est ne venez pas chez nous, parce que nous, on ne vous veut pas de mal, mais venez pas chez nous, parce que si vous venez chez nous, vous prendrez quand même quelques bombes atomiques sur la tête, qui se chargeront de vous faire beaucoup de mal. Le problème, c'est l'outre-mer. Comment défendre l'outre-mer? Mais alors, l'outre-mer, par contre, il faut qu'on ait une armée conventionnelle. Il faut une armée conventionnelle pour l'outre-mer, mais une armée conventionnelle adaptée à ce type de mission. Alors ça passe par effectivement une marine, et des troupes d'intervention, de projection, ou comme on veut. Et c'est valable pour notre armée de l'air, pour notre marine. Il faut la repenser complètement. Il faut tenir la force que l'Empire s'effondre. Réflexion aujourd'hui militaire, et je vais terminer aussi, puisqu'on est à la fin tout à fait, c'est qu'on est en train de calibrer la doctrine militaire sur un conflit qui, en fait, ne nous concerne pas, qui n'est pas le nôtre. Exactement. Moi, ce que je veux, c'est qu'on construise notre défense par rapport à nos propres besoins et nos propres objectifs. C'est ça que je veux. Alors, pour terminer, là-dessus, sur la France, moi, je dirais, et là, on diverge évidemment par rapport à... On a le droit, nous sommes en démocratie. Ah bah, tout à fait. Je pense qu'actuellement, quoi qu'on pense de Trump, qui est, je dirais, un être hybride qui à la fois attiré par son mouvement MAGA qu'il a construit lui-même et par les oligarchies entre les pattes desquelles il est aussi, fait une politique entre les deux en essayant de déplaire ni aux uns ni aux autres, parce que s'il déplaît trop à l'un de ses électorats, il perd ses militants. Donc il fait du en même temps, je t'aime, je t'aime pas, je dis que je vais te taper sur l'Iran et je tape pas, donc il essaie de concilier les inconciliables. Mais il prend des décisions quand même. Oui, absolument. Mais en même temps, et c'est ça que j'allais dire, il fait tout pour casser l'état profond démocrate et cette affaire Epstein sur lequel on n'a pas le temps de s'étendre est totalement extraordinaire, et on voit l'explosion du monde oligarchique qui est celui qui nous dirige, qui est d'origine américaine, mais qui est quand même d'origine démocrate et pas d'origine trumpiste, je dirais, en tant que philosophique, d'une part, et d'autre part, je termine, et d'autre part, il détruit également l'Europe de Bruxelles. Il ne faut pas oublier ça. Donc, moi, je vois derrière ça des opportunités extraordinaires pour la France, derrière tout ça. C'est à nous d'utiliser ce que Trump est en train de faire aujourd'hui pour récupérer notre liberté. Alors, parce que nous ne sommes pas capables, visiblement, de sortir de la cage de Bruxelles tout seuls. Mais il y a à l'extérieur un gorille, pour reprendre l'expression de notre ami Laurent Arthur Duplessis, qui dit que le gorille secoue la cage. Il secoue la cage et il secoue notre cage. Donc, à nous de sortir par les interstices et de reconstruire quelque chose. Et c'est là, je pense, qu'est notre véritable difficulté et en même temps notre véritable opportunité. C'est que ferons-nous de notre liberté le jour où nous aurons notre liberté, non pas parce que nous l'avons conquise, mais parce que nous nous retrouvons avec. Est-ce que nous serons prêts ce jour-là? Est-ce que nous aurons construit notre énergie, notre industrie, notre stratégie, notre politique internationale, notre relation, notre défense de notre territoire, notre défense de notre outre-mer? Est-ce qu'on sera ce jour-là
capable d'être un pays digne de ce nom. C'est ça, je pense, qui est là. Notre vraie difficulté, je pense, c'est ça, et notre vraie opportunité, c'est ça. Voilà ce que je pense. On peut dire une phrase ou Allez. c'est la conclusion? Dernière phrase, alors. Quelle que Oui, soit, parce que là- quelle que soit la politique de Trump, peut-être prolongée par Vance, il ne pourra pas éradiquer ce qui est l'archaïque, ce qui est au très fond de cette civilisation, c'est-à-dire le délire puritain qui est absolument mortifère et qui entraînera la mort de cette propre civilisation. Et ça échappe de beaucoup à la conjoncture trumpiste ou politique ou militaire, Voilà. qui est un peu les C'est là que nous divergeons, chers amis. On s'arrêtera là-dessus. Merci à tous les deux. Je crois que, chers auditeurs, nous avons essayé de développer ce vaste sujet. Où vont les États-Unis? Nous donnons rendez-vous pour un prochain épisode qui parlera de la France vendue à la découpe. Je pense que c'est un sujet qui vous passionnera, qui sera celui du mois prochain. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.